Quand c'est de jour, il est évidemment hors de question de viser le soleil avec les yeux. On va pas le faire longtemps. Par contre, on se met face au soleil. On va jouer avec l'ombre, c'est-à-dire qu'en fait, la lumière du soleil va projeter l'ombre de l'astrolabe sur soi, d'accord? On va jouer l'ombre avec les ombres de manière et s'orienter face au soleil de manière à ce que l'ombre projetée de l'instrument sur soi soit la plus fine et surtout que l'on voit, je ne sais pas, ils sont les plus grands de 27 cm, enfin ça fait rien, on va prendre celui-ci. De manière à ce que ces petites pinules-là, qui sont perpendiculairement posées sur la lidade avec les trous, d'accord, de manière à ce qu'on voit l'ombre de la pinule de devant se projeter sur la pinule de derrière, d'accord. Et donc on va jouer avec la lidade de manière à ce que la lumière du soleil qui passe par le trou ici, passe par le second trou là. Quand on met sa main, on voit clairement une tache de lumière se projeter. Donc là, on est dans l'axe du soleil, on a mesuré l'angle que fait le soleil, moi et la ligne d'horizon, cet angle-là, d'accord? Autrement dit, cet angle-là. Alors, là, la pointe de la lidade nous a 35 degrés. Je vous fais un gros plan. Voilà, j'ai bien mesuré, hein, le soleil étant par là. Moi, je suis considérée comme étant au centre là. Ça, c'est la ligne d'horizon, c'est l'horizon. Eh bien, l'angle mesuré, il est bien ici, 25 degrés. Donc j'ai les deux informations nécessaires pour lire l'heure. Hauteur du soleil, 25 degrés, position sur l'écliptique, 54 degrés. Alors, sur mon araignée, j'ai simplifié ici. Ici, c'est donc l'écliptique, hein, la position jour après jour du soleil devant les différentes constellations vues depuis la Terre. La constellation du Taureau, elle est ici. Alors évidemment, hein, quand on se sert d'instrument, on ne le démonte pas. Là, je vous ai fait les pièces détachées pour que ce soit plus clair, pour que visuellement ce soit plus simple. Quand on a un instrument comme ceux qui circulent, il suffit de regarder, on voit très bien les choses, il n'y a pas besoin de les monter. Hein. Donc, alors, notre position, la longitude du soleil aujourd'hui, c'est donc 54 degrés, le zéro étant ici. Premier signe, Bélier, 30 degrés. Pardon, 30 degrés ici, je suis travers. Ensuite, 40, non, je ne sais plus où je suis. Ah, bon, peu importe. Le soleil, 54 degrés, c'est ici. Donc, 40, 50, 54 degrés, c'est ici. Ou 24 degrés du Taureau. Alors, il va s'agir de repérer sur le tympan la partie dans laquelle le soleil doit se situer. Je vous ai dit, on est le 14 mai, c'est l'après-midi, j'ai mesuré le soleil, c'est 25 degrés au-dessus de l'horizon. Alors, le point solaire, cette position du soleil sur l'écliptique, d'accord, va donc se situer dans le quart sud-ouest du tympan. On est l'après-midi, forcément mon soleil a franchi le méridien au sud, il va se trouver quelque part dans cette partie-là du tympan. D'accord? Ensuite, on va repérer le cercle de hauteur 25 degrés. C'est celui qui s'affiche là en rouge, il est gradué, 25 degrés. Donc je sais déjà que mon soleil, sur l'araignée, hein, va se situer quelque part par là. Ensuite, donc, je tourne mon araignée de manière à amener le point solaire à l'intersection du cercle de hauteur. 25 degrés. Et je fais passer la règle dessus. Hein? Le point solaire, il est là, sur ce cercle de hauteur, 25 degrés. D'accord? Et là, au bout, la pointe de l'index, la pointe de la règle, plutôt l'index, me permet de lire l'heure. Alors, cette règle-là s'appelle aussi un ostensor. Bon. Donc, je lis 16h52. Vous voyez que contrairement à la description que j'ai faite de l'astrolabe de Jean Philopon, en plus, moi, de la graduation en degrés qui est ici, j'ai la graduation, les tracés des méridiens qui me permettent de lire l'heure, plutôt que de convertir un angle divisé par, etc. Hein? Là, je lis directement l'heure, 16h. Alors, 16h52, d'accord? C'est l'heure solaire. Vous direz, bah oui, mais bon, ça fait quoi? Ben, on va comparer maintenant. On a lu l'heure solaire. On va comparer avec l'heure de notre montre. Pour ça, il faut effectuer 3 corrections. Correction en heure légale, plus 1 heure ou plus 2 heures, en ce moment c'est 2 heures. D'accord? Changement, passage à l'heure d'été, etc. La longitude.
J'ai lu l'heure solaire. Nos montres, elles, sont calées, l'heure est calée sur le méridien de Greenwich. D'accord? Or, on est à l'est du méridien de Greenwich. Il faut enlever 9, alors à raison de moins 2 degrés 20 minutes est, on enlève 9 minutes 20 secondes de temps. D'accord? À l'heure lue. Et ensuite, il y a la valeur de l'équation du temps. Alors ça, c'est une chose un peu barbare que les Grecs, les Grecs Hipparque savaient que ça existait, mais on ne s'en servait pas puisqu'on se contentait de ne lire que l'heure solaire. L'équation du temps, c'est le résultat d'une orbite non circulaire de la Terre circulant autour du Soleil sur une orbite non circulaire. D'accord? Elle est elliptique, ce qui veut dire que la distance entre la Terre et le Soleil n'est pas constante. Et un phénomène physique comment dire, à partir de ce moment-là, lorsque la distance Terre-Soleil est minimale, la Terre va accélérer son mouvement de révolution autour du Soleil pour échapper à l'attraction du Soleil. Lorsque la distance est maximale, elle ralentit. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est des secondes, jour après jour, qui s'additionnent, qui se soustraient, etc. Et donc aujourd'hui, la valeur de l'équation du temps est de moins 3 minutes 41 secondes. Ça, pour résumer, ça veut dire qu'il ne s'écoule pas exactement 24 heures entre deux passages du Soleil au méridien. Voilà, c'est la traduction de l'équation du temps de ce phénomène-là. Donc, alors, lorsque mon Soleil était à 25 degrés au-dessus de l'horizon sud-ouest cet après-midi, il était à ma montre 18h38 minutes 59 secondes. Le 59 secondes, on peut s'en passer, mais bon. Après, si je ne fais pas les comptes justes, on me dit bah oui, mais pourquoi vous arrondissez? Alors regardez. J'ai fait une impression écran d'un logiciel qui s'appelle Carte du ciel. Alors, je ne sais pas si c'est très net pour vous. On est à Paris. On a la date, là. D'accord? Et, bon, là aussi, là, la date. Je ne vois rien. On a la date là et l'heure. Et regardez, à l'heure dont je vous ai parlé, la hauteur du Soleil. Conversion de l'heure d'Astrolabe à l'heure donnée d'un logiciel avec la hauteur du Soleil 25 degrés au-dessus de l'horizon, on voit qu'effectivement c'est quelque chose qui fonctionne. Alors là, la précision, elle est due au fait, tout simplement, hein, là vous lisez 18h39 et puis 40 secondes. Bon, la précision, elle est simplement due au fait que moi, lorsque je fais mes tracés, lorsque je fais mes manipulations, je fais ça dans un logiciel vectoriel qui me permet de positionner exactement les règles sur l'instrument. Quand on fait des mesures, on a des écarts avec un instrument, on a des écarts de l'ordre de 2 à 5 minutes de temps si on est très pointilleux dans la manipulation de l'instrument. Alors ensuite, eh bien, écoutez, après cette démonstration, dommage parce qu'il doit faire nuit, on ne pourra pas aller tester avec le Soleil. Je vous donne un petit peu des références des ouvrages que j'ai amenés là, sauf le traité de Jean Philopon, mais de toute façon on le trouve plus sur le marché. Donc là, je vous ai mis quelques ouvrages, donc celui de Sévère Sadoc qu'on peut télécharger, celui-ci, donc le traité de l'astrolabe de Raymond de Marseille, analysé et traduit par Emmanuel Poul. Ça, c'est un monument, c'est quelque chose de très important dans l'histoire des traités occidentaux. Et puis, bien sûr, l'incontournable, l'astrolabe, histoire, théorie et pratique de Raymond Hollander, c'est le gros livre bleu qui est là si vous voulez jeter un coup d'œil. Puis, je vous ai amené deux autres ouvrages parce que ça ne plaît pas sur mon slide, mais celui-ci que je recommande particulièrement parce qu'il est très facile à lire, Instruments scientifiques à travers l'histoire. Oh, le micro, pardon. Celui-ci, Instruments scientifiques à travers l'histoire, c'est un collectif sous la direction d'Elisabeth Hébert et Véronique Hogel, entre autres. C'est vraiment un instrument très intéressant qui décrit des instruments anciens, dont l'astrolabe. Et puis il y en a un autre là de Philippe Dutartre, que certains d'entre vous connaissent certainement, donc les instruments de l'astronomie ancienne. Donc si vous voulez prendre les références, ils sont à disposition. Voilà, mais écoutez, on peut terminer là. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je suppose que vous avez des questions. Moi j'en ai eu. Comment ils faisaient les marins en mer pour manipuler cet instrument barbare? Je suppose que c'était autre chose, voilà.
Voilà, les marins en mer, ils n'utilisaient pas l'astrolabe planisphérique, parce que vous avez pu le constater dans ceux qui circulent, il y a une prise au vent sur des instruments de cette dimension-là, même plus petits, qui fait que c'est pas utilisable sur un bateau. C'est déjà pas facile, mais alors avec un instrument plein, c'est pas possible. Alors en fait, les Portugais ont dérivé l'astrolabe planisphérique en astrolabe nautique. En fait, l'instrument, il est très ouvragé, il est très ouvert. Là, on a fait des grands vides dedans pour qu'il y ait moins de prise au vent. Et c'est surtout que, je vous ai dit que l'astrolabe planisphérique, elle suffit à déterminer, à dénombrer 1000 utilisations d'astrolabe. Celui-ci, l'astrolabe nautique, il a une fonction. C'est de mesurer la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, de jour, bien sûr, au moment du passage du soleil au méridien, avoir la hauteur méridienne du soleil pour calculer la latitude à laquelle on est. Donc c'est la latitude, quoi. La latitude, uniquement. Ensuite, quand c'est de nuit, on mesure la hauteur de l'étoile polaire, bien que l'étoile polaire, qui est pratiquement dans l'axe de rotation de la Terre aujourd'hui pour nous, n'était pas à la même position.